donc j'invite maintenant, pour commencer, Catherine Huss à venir me rejoindre à la tribune. Vous pouvez l'applaudir. Merci pour elle. Merci Cyril. Debout, assise. C'est marrant, mais on peut changer en peu de temps, parce que ce matin, il me semblait que je m'appelais Corinne, et puis cet après-midi, je m'appelle Catherine. Oh pardon Corinne, oh, pardon, désolé, vraiment, je suis confus. Pardon Corinne. Je t'en prie. Si. Voilà. Alors, Cyril nous a parlé d'une synthèse, c'est un bien grand mot, je vais essayer de résumer très succinctement, mais ce qui est important, c'est nous sommes attachés avec Bérangère, mais avec d'autres personnes qui nous ont aidés sur cette question, à mettre en exergue les points saillants qui nous paraissaient importants et qui vont faire notre feuille de route cette année 2017, mais je pense que c'est un travail que nous mènerons, c'est pas que je pense, je suis convaincue, c'est un travail que nous mènerons ensemble et qui nous emmènera au-delà de l'année 2018. Donc, chers amis, à l'issue de cette journée d'échange, je souhaite d'abord remercier au nom de l'UNAPI tous les conférenciers pour la qualité de leur intervention, les présentations d'une très grande qualité qui nous ont été proposées, les expériences qui ont été partagées. Elles ont dessiné de manière très convergente la direction dans laquelle nous, tous ensemble, nous devons aller pour construire nos orientations politiques et actions pour toutes les personnes accompagnées pour le mouvement d'un habitat souhaité dans la société d'aujourd'hui, et notamment en référence à la définition introduite par Laure Gâteau. Alors je voulais dire un merci particulier à Cyril, le remercier pour, il nous a dit au départ qu'il n'était pas le spécialiste du handicap. Et puis finalement, au fil de cette journée, il n'est peut-être pas un spécialiste du handicap, mais il est un spécialiste tout court. Merci. Alors, faire l'habitat de demain des personnes handicapées dans la société contemporaine suppose, en préambule, d'instaurer un esprit collectif et coopératif. Cela, évidemment, interroge les liens que chacun est susceptible de nouer avec des personnes différentes, de percevoir la dépendance comme un lien qui nous relie les uns aux autres. Je pense que cette idée, c'est le fil conducteur de nos travaux ce matin, c'est ce qui s'est dégagé. Être acteur. Alors Coralie nous a démontré très, très vite ce qu'était l'autodétermination pour les personnes déficientes intellectuelles. C'est un concept relativement récent dans notre culture, qui nous concerne tous. Comme tout nouveau concept, il est sujet à interprétation, à représentation. Et Coralie nous a donné des éléments qui nous permettent collectivement une appropriation commune du concept. Et il est important qu'on puisse, je veux dire, entendre et s'approprier ce concept collectivement. S'autodéterminer n'est pas inné, il s'agit avant tout d'un apprentissage. Celui-ci il a lieu comme de nombreux apprentissages durant l'enfance et nous impose de réfléchir à ce que peut être aujourd'hui la volonté d'autodétermination donnée aux personnes avec une déficience intellectuelle selon un continuum de la toute petite enfance jusqu'à la fin de vie. Laisser faire ses propres expériences, c'est prendre conscience qu'on a le droit d'expérimenter. L'autodétermination, c'est faire des choix, mais c'est aussi en évaluer les conséquences. C'est un concept complexe qui peut sembler difficile à mettre en place. Alors on peut effectivement se demander pourquoi l'instaurer. Pourquoi ne pas rester dans la zone de confort, du faire à la place d'eux, dans des habitudes rassurantes? Tout d'abord, parce que l'autodétermination, c'est un facteur de santé, de bien-être. Ensuite, parce qu'elle favorise la qualité de vie et la participation sociale, si importante à l'épanouissement de chacun. Et c'est une revendication des personnes elles-mêmes, mais aussi un droit fondamental. Certes, il interroge chacun de nous, parents, professionnels, associations, société civile. Des points de vigilance, d'abord, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'autonomie? Chacun a sa propre définition, sa propre conception. Il nous semble important de travailler sur ce que nous entendons collectivement, ce que nous mettons derrière les mots. Autonomie, dépendance, nous semble-t-il, il nous faut avoir une vision commune.
Le libre choix, au regard des capacités de liberté d'expression des personnes, l'autonomie fonctionnelle, ne doit absolument pas entraver l'autonomie décisionnelle. Alors, aux acteurs de terrain, que sont les associations, les professionnels, les parents, d'investir dans de nouvelles approches d'aide à l'expression, à la communication, à investir dans des outils, dans l'innovation. Ce matin a été aussi relevé la nécessité d'identifier des besoins, les besoins, de les identifier. C'est Renaud qui a fait référence à Observer, c'est un outil, mais il est extrêmement important, on retrouve cette nécessité de bien identifier quels sont les besoins en matière d'habitat. Jean-Luc Charlot, effectivement, a insisté sur ce point. Investir dans la formation, la recherche, et le recours aux nouvelles technologies qui offrent effectivement de nouvelles perspectives pour permettre de compenser le handicap et rendre l'habitat intelligent. Ce sont entre autres des axes qui ont été expérimentés, qui sont expérimentés dans certaines de nos associations et à l'extérieur. Il nous appartiennent de les généraliser, pourquoi pas. Le droit à expérimenter un nouveau mode d'habitat. Qu'en est-il du droit au retour à un environnement plus sécurisant sans passer par la case MDPH? On a parlé ce matin. Est-ce que le système d'orientation est-il adapté? Est-il, dans cette notion d'habitat, performant? Le contexte législatif est à réinterroger. Il faut se poser la question, effectivement, du système d'orientation. Et puis, il faut réfléchir aussi à la question du lien entre l'architecture et la maltraitance. Il l'a un petit peu évoqué ce matin, mais c'est un axe vraiment qui est à investir. Liberto Pellegrino. Voilà, on est en fin de journée, j'oublie, non. Pardon. On l'a évoqué un petit peu, mais c'est le poids des mots. Le poids des mots dans la constitution, dans la construction identitaire, l'impact sur la signification entre espace intime, espace public, les ponts à créer pour accéder à l'espace politique. Cela nécessite une réflexion élargie sur les métiers de l'accompagnement, tant sur la dénomination que sur le fond. Alors on sait que le logement, c'est un élément structurant, être chez soi, créer les conditions pour impliquer les personnes handicapées dans les projets architecturaux, l'appropriation d'un environnement bienveillant, et puis la contribution participative des personnes à la vie de la cité. On n'habite pas de la même façon que le soit sur un territoire urbain ou rural ou semi-rural. Cela questionne également la mobilité des personnes et il y a effectivement un impact sur l'accès aux services. Comment organiser? Quelle modalité d'adaptation d'habitat pour des personnes aux besoins complexes? Et on en a parlé notamment avec Renaud sur la question des personnes polyhandicapées. Nous a démontré sur le concept oser ce qu'on pense impossible pour des personnes lourdement handicapées. Cela nécessite vraiment une réflexion de fond que nous mènerons à partir de ces personnes à besoins complexes. On ne peut pas concevoir l'habitat sans poser la question des ressources dignes d'une vie choisie, des modes de financement, des accompagnements, qui soient suffisamment sécurisants pour permettre aux personnes d'expérimenter une vie autonome. Alors, ce sont les principaux enjeux. Nous avons entendu beaucoup de choses qu'il est extrêmement difficile de résumer. Vous aurez accès à l'intégralité, je veux dire, sur le site de l'UNAPI. Je ne me trompe pas A priori, non. A priori, hein, non. Les débats seront retransmis. Oui. Et puis, les idées, nous sommes très... Avec Denis, tout à l'heure, en déjeunant, avec plusieurs d'entre nous, on s'était engagé à rédiger un guide pour vous donner des outils. Mais ce guide, on va réfléchir pour le faire collectivement. Et c'est une dynamique qui est en place. C'est le début, cette journée, c'est le début de quelque chose. Alors, je dirais qu'en conclusion, une nouvelle ère est en marche, celle d'une vie choisie par les personnes handicapées parmi les autres. Les expériences innovantes voient le jour partout, sur les territoires. Les associations, et nous avons bien compris, ça a été redit beaucoup ce matin, ont compris que pour répondre aux attentes de personnes, il n'y a pas qu'un seul modèle, il y a une pluralité de modèles.
Nous devons faire connaître notre position politique à tous les niveaux, au niveau national, territorial, en investissant les politiques publiques en matière de logement. Nous allons créer des dynamiques d'alliance pour répondre aux nouveaux enjeux de société et influer partout où s'exerce le pouvoir. Et c'est bien en travaillant ensemble, en réfléchissant ensemble, en associant nos partenaires, en investissant les politiques publiques, que nous construira l'habitat de demain, celui où le libre choix d'un chez-soi ne sera plus un projet, mais une réalité. Merci Corinne Huss, et désolé pour tout à l'heure encore pour avoir écorché votre prénom.